Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les confs d'université. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser une élection américaine qui a défié toutes les attentes et bouleversé les pronostics. Alors que la quasi-totalité des médias mainstream, CNN, BBC et j'en passe et des meilleurs, et même des chaînes officielles françaises donnaient Donald Trump perdant, la réalité s'est révélée tout autre. Cette victoire inattendue met en lumière le défi croissant du volet populaire envers ces médias traditionnels perçus par beaucoup comme déconnectés des vérités, des réalités et des enjeux du peuple américain. Mais ce qui rend cette élection encore plus fascinante, ce sont les rassemblements inhabituels qui ont marqué la campagne. Des figures historiques du Parti républicain comme Dick Cheney, réputé pour ses positions de faucon et son soutien aux interventions militaires sous George Bush Jr., ont choisi de soutenir Kamala Harris, la candidate démocrate. Un choix surprenant qui a sans doute pesé dans la balance et révélé des fractures idéologiques profondes au sein des élites conservatrices. Alors, ce bouleversement s'explique-t-il par une méfiance vis-à-vis de Trump, peut-être, ou par une vision commune sur certains enjeux internationaux? J'en doute. Au-delà des personnalités politiques, l'économie américaine, bien qu'améliorée sous le premier mandat Trump, selon certains, n'a pas suffi à consolider le soutien de tous les anciens alliés républicains. Alors pourquoi ce divorce entre Trump et une partie de l'establishment conservatrice? Enfin, pour apporter un regard éclairé sur ce contexte complexe, nous avons l'honneur d'accueillir Farid Larroussi, universitaire de renom, spécialisé de la littérature maghrébine, mais pas que, qui a enseigné à l'université de Yale et se trouve aujourd'hui à l'université de Colombie-Britannique au Canada. Bien qu'issu d'un domaine différent, son expérience en Amérique du Nord et sa compréhension des dynamiques culturelles et politiques américaines apporteront un éclairage unique sur les implications de cette élection. Alors pour clore cette introduction, nous n'oublierons pas de soulever quelques questions sur le fonctionnement même de cette élection, comment fonctionne le système des grands électeurs, pourquoi un tel processus complexe, ces éléments sont-ils encore pertinents à l'heure actuelle? Restez donc avec nous pour prolonger dans les coulisses de cette élection et comprendre ce qui se joue vraiment derrière les résultats. Re-bienvenue Farid Larroussi, tu es un habitué de la chaîne. Je vous invite vivement à voir sa première émission avec nous sur la littérature, mais pas que. Nous avions abordé la littérature. C'était l'actualité d'un de tes bouquins qui venait de sortir également. Et on a parlé de la littérature dite peur, urbaine, on a parlé de la politique française, du rap, et tu nous as expliqué le continuum qu'il pouvait y avoir entre ces différents objets culturels, si tu me passes l'expression, pour aller vite. Merci Wajir pour ta nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir de te retrouver et puis de continuer un petit peu cette conversation sur différents sujets, on va dire, de questions culturelles, transnationales entre le Maghreb, la France et puis aujourd'hui donc l'élection américaine. Bon, je voudrais préciser que oui, je suis universitaire, mais je vais essayer de m'exprimer en tant qu'Américain, puisque j'ai passé plus de 20 ans aux États-Unis, je suis américain. J'ai connu diverses élections depuis George W. Bush avec on va dire le scandale un petit peu de l'élection déjà problématique contre Al Gore et ensuite donc les événements de septembre 2011, etc., etc., jusqu'à donc aujourd'hui la grosse surprise de la réélection de M. Donald Trump. Voilà, comme tu l'as dit, c'était absolument inattendu. Les démocrates pensaient avoir un petit peu le vent en poupe. Tous les chiffres, on va dire, étaient au vert pour eux. C'était quasiment gagné. Bon, ils ne se voyaient pas gagner sur un raz-de-marée, mais quand même, ils se voyaient gagner largement et prendre le relais de Joe Biden. Bon, ça, c'était, on dirait, avant mardi. Oui, avant mardi. Voilà. Ce qui s'est passé depuis, on le sait très bien, la victoire de Donald Trump est indiscutable. Il n'y a rien à vérifier, rien à recompter. Kamala Harris a reçu 226 grands électeurs, votes de grands électeurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des Américains perdus dans cette histoire de grands électeurs?
Donc, ils connaissent le système. Je vais y revenir dans un instant, comment ça fonctionne pour nos auditeurs français. Mais en tout cas, donc, le chiffre pour les grands électeurs de Kamala Harris est 226. Au jour d'aujourd'hui, donc mercredi 7 D'accord. novembre. Et pour Donald Trump, c'est 295, c'est-à-dire qu'il a dépassé la limite de 270, c'est largement suffisant. Mais c'est aussi un des rares présidents qui a été élu aussi avec le suffrage universel majoritaire. Il a reçu la majorité du vote, ce qu'on appelle le vote populaire. D'accord. Donc, voilà, ce qui fait que sa victoire est absolument indiscutable. La différence des voix entre Trump et Harris, c'est presque 6 millions. Voilà. Bon, après, c'est relatif. On est sur un pays à 400 millions d'habitants, c'est ça? 350, disons. 350, ouais. Voilà. Mais quand même, 5 millions, c'est pas négligeable. Hein. Ouais. Voilà, donc la victoire est indiscutable. Alors, maintenant, ce fameux processus des grands électeurs qui n'existe, je crois, qu'aux États-Unis, hein, Ouais. dans les régimes présidentiels, comme la France, par exemple, ça n'existe pas. Donc, les grands électeurs, en fait, c'est un héritage qui vient de ce qu'on appelle les pères fondateurs, et ça a été établi à partir de 1787. Excuse-moi, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on est dans une démocratie indirecte? C'est bien une Oui, démocratie indirecte. voilà. C'est un suffrage indirect, c'est un suffrage universel indirect. D'accord. Et je crois une fois de plus que ça n'existe qu'aux États-Unis. Donc, c'est un système très ancien qui date de l'origine des États-Unis et c'est un système que l'on peut comprendre qu'à partir de la question de l'esclavage. D'accord. C'est-à-dire que les États du Sud voulaient avoir la même représentation que les États du Nord. À D'accord. l'époque, on ne parlait pas de Nord et de Sud, on parlait uniquement d'États esclavagistes opposés aux autres. Ça ne veut pas dire que le Nord, c'était des saints et c'était des gens sympas, c'est qu'il n'y avait pas d'esclaves dans le Nord, tout simplement. Mais l'esclavage était largement accepté par tout le monde, y compris par les pères fondateurs. Alors, les États esclavagistes, d'abord, ils avaient la population, mais dans cette population, il y avait donc les Noirs, les esclaves, qui ne comptaient pas comme citoyens. Première chose. Ensuite, ils ne comptaient pas comme êtres humains. Hein, c'est-à-dire qu'il faut se replonger dans le contexte pour comprendre les horreurs de l'esclavage. Un Noir valait 3/5 d'un Blanc. Et il n'était pas considéré comme un être humain, il n'était pas considéré comme un citoyen. Il faut attendre 1863 pour que l'esclavage cesse et que les Noirs soient reconnus comme effectivement citoyens à part entière. Donc, à l'origine, dès les années 1780 jusqu'en 1787, il va y avoir de grands débats au sein on va dire, du système législatif américain pour savoir comment nous allons élire notre président. Il va y avoir plusieurs systèmes, plusieurs propositions. Par exemple, on va dire, bon, le Congrès va choisir le président. Bon, bien entendu, c'est une idée qui n'a pas marché parce que c'était élitiste et on était en train de recréer un système oligarchique. Ensuite, on a dit, on va faire donc un système comme les Français, suffrage universel. Le pays était en train de se développer, il n'y avait pas de voie de communication, il y avait des nouveaux États qui apparaissaient, il n'y avait pas de recensement. Donc, il y avait aussi la population des immigrés qui arrivaient, des Européens qui n'étaient pas citoyens. Donc, on s'est dit, OK, on va faire une élection avec un suffrage indirect, c'est-à-dire on donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer, et ensuite on va créer un corps nouveau qui sera les grands électeurs qui décideront à partir du choix du peuple qui sera le nouveau président. Alors les grands électeurs, qui c'est exactement? Il va y avoir 3 grands électeurs par État, un pour chaque sénateur et un pour chaque représentant de la Chambre. Et donc, il y aura au moins 2, puisqu'il y a 2 sénateurs par État, et ensuite, les États, selon leur population, vont avoir plus ou moins de représentants à la Chambre. D'accord. Voilà. Donc, on va avoir, par exemple, la Californie, aujourd'hui, bien sûr, le plus grand État, avec 35 millions d'habitants, qui a 54 grands électeurs. Et on va avoir des États plus petits, comme le Delaware, Connecticut, ou peu peuplés, comme le Wyoming, qui vont avoir 3 électeurs, grands électeurs, 2 pour les sénateurs et 1 pour les représentants. Voilà, donc ça c'est le système. C'est un système qui est un petit peu ambigu et qui déplaît à beaucoup de juristes, de constitutionnalistes américains et qui voudraient vraiment l'éliminer une fois pour toutes et passer au suffrage universel direct. Parce que on va avoir des États comme je viens de citer le Wyoming. Le Wyoming, c'est un État de l'Ouest américain. La population, c'est 800 000 habitants. Ouais.
et on a à côté donc la Californie, 35 millions d'habitants. Mais dans les deux cas, on a deux grands électeurs pour les deux sénateurs qui représentent chacun des États respectifs. Donc ici, on voit ici que le système est tout à fait inégalitaire, que les Californiens n'ont pas la même représentation que les gens des États moins peuplés. Voilà. Donc ça, c'est un grand problème. Et on arrive à des situations absurdes où un candidat présidentiel peut gagner le vote, le suffrage, et perdre aux grands électeurs, la voix des grands électeurs. C'est particulier, ça. Voilà. Et on l'a vu dernièrement, justement, avec Hillary Clinton. Ouais. Hillary Clinton avait gagné le suffrage universel de plus de 3 millions de voix contre Trump, mais elle a perdu parce que les grands électeurs des autres États avaient une majorité qui a donné la majorité à Trump. Et comment on choisit ces grands électeurs? Alors, ils sont choisis uniquement une fois par an, au mois de décembre, la troisième semaine de décembre. Ouais. Et ils sont choisis, donc on a 2 grands électeurs par sénateur. Ouais. Voilà, donc il y a 2 sénateurs par État. Et ensuite, on va avoir un grand électeur par représentant. Un grand électeur par représentant. Voilà, l'équivalent en France des députés, si tu veux. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on va choisir. Et ces gens doivent, et là, il y a une autre ambiguïté. Quand ils deviennent grands électeurs, ils doivent signer une charte sur l'honneur qu'ils vont respecter le choix populaire. Mais il y a eu des cas où ces électeurs n'ont pas respecté le choix populaire, ils ont choisi selon leurs propres convictions politiques personnelles. Oui. Voilà. Donc ces grands électeurs, au mois de décembre, se réunissent au Congrès, décident qui est le vainqueur final, ils envoient le document au Sénat, et le Sénat va voter la certification sous l'autorité du vice-président. Le vice-président, rappelons-le aux États-Unis, le vice-président est le président du Sénat. D'accord. Oui. C'est lui ou elle qui va signer, qui va apporter sa signature pour certifier une fois pour toutes. Donc là, Kamala Harris va vivre une forme d'humiliation. Voilà. Donc, pour Kamala Harris, si elle avait gagné, elle aurait dû se récuser, se désister, parce qu'elle ne pouvait pas, en tant que vice-président, signer sa propre victoire. Il y aurait un conflit. Un conflit d'intérêts, oui, flagrant. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, il va y avoir une forme d'humiliation quand même, quelque chose d'assez douloureux pour elle, en tant que vice-présidente, mais aussi ancienne candidate présidentielle, signer la certification de la victoire de son adversaire, Donald Trump. Ouais. Voilà. Ça sera le 5-6 janvier. Et ensuite, le 20 janvier, c'est l'inauguration officielle du président. Donc, il n'y a pas possibilité d'un retournement de situation d'ici là? Non, il n'y a aucune surprise. D'accord, mais toutes les affaires de Trump en cours, voilà. La prostituée qui l'accuse et toutes ces questions-là n'auront pas un impact Non, là, il y a deux choses qui vont apparaître. D'abord, dans 2 semaines, ou dans une semaine peut-être, dans 2 semaines, aux alentours du 25 novembre, je crois, 24-25 novembre, le prosécuteur de l'État de New York va décider de la condamnation de Trump pour la falsification des documents, donc sur l'affaire de Stormy Daniels. C'est l'affaire avec l'actrice porno. Alors la question ici, c'est pas qu'il a eu, on va dire, une relation adultère avec une actrice porno, blablabla. Ça, c'est personnel, c'est entre lui et sa femme. Oui. Qui, entre guillemets, a été aussi publiquement humilié. Mais bon, non, ici, c'est que Trump avait payé cette actrice 130 000 $, pour qu'elle se taise sur cette relation. Et ensuite, il a fait passer ce chèque dans sa campagne électorale comme une dépense XY. Oui, donc c'est plus une question d'impôt et de déclaration et de... Voilà. En fait, il a été condamné, c'était au mois de mai, il a été condamné 34 fois sur 34 comptes, voilà. Il a été condamné donc sur cette affaire pour falsification de documents d'affaires, business, documents d'affaires, voilà, pour sa campagne électorale, ce qui est un crime assez important. Est-ce que ça peut en faire un candidat inéligible finalement? Non, maintenant il est élu, il est ce qu'on appelle le président élu, president-elect. Donc, le prosécuteur, dans 15 jours, qui va décider de la condamnation, va effectivement donner une condamnation symbolique. Il ne peut pas envoyer Trump en prison, numéro 1. Il y a d'autres situations légales contre Trump. Bien sûr, le coup d'État qu'il a essayé le 6 janvier. Ensuite,
il y a un cas aussi de corruption d'élection où il avait téléphoné à un secrétaire dans l'État de Géorgie pour qu'il lui trouve 11 700 voix pour faire changer le résultat de l'élection de la Géorgie en 2020. D'accord. Cette communication avait été enregistrée sur téléphone, donc on a la preuve. Bon. Et il y a un troisième cas aussi contre Trump, Ouais. c'est les documents de la Maison-Blanche qu'il a, entre guillemets, empruntés pour les ramener chez lui en Floride. Dans les cartons de Macron et son épouse. Voilà, il a ramené des tonnes de documents, ce qui est absolument illégal. Parce que C'était à Miami, c'est ça? chez lui, voilà, à Miami. Ouais. Oui. C'est absolument illégal parce que quand un président quitte la Maison-Blanche, c'est qu'il a terminé son mandat, les documents appartiennent au gouvernement, à l'État. Ouais. Ce n'est pas sa propriété privée. Ouais. Donc, s'il a par exemple des lettres personnelles avec tel ou tel chef d'État, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à ce qu'on appelle aux archives nationales américaines. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un troisième crime, mais la Constitution dit qu'un président qui siège ne peut pas être traîné devant les tribunaux. Ouais, c'est une forme d'immunité. Certaines ne font de la politique que pour l'immunité, d'ailleurs. C'était le cas de Trump. Il fallait pour lui qu'il soit absolument élu, sinon il avait tous ces cas qui arrivaient, ces condamnations possibles, qu'il envoyait vraiment en prison. Ouais. Voilà. Donc là, deuxième chose aussi, maintenant qu'il est président, il va former son cabinet, dont le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice va probablement terminer tous ces cas légaux contre Trump. Voilà. Il va les annuler. Oui, un conflit d'intérêts flagrant, mais Absolument. qui est autorisé. Bon, est-ce que ça ne se passe qu'aux États-Unis, ce genre de conflit d'intérêts? Non, bien entendu. Voilà, donc c'est un conflit d'intérêts ordinaire. Trump, il est président élu et il ne sera pas condamné. Alors la question, moi, qui me turlupine, c'est dans quelle mesure les médias se sont laissés fourvoyer? Parce que ils ont un thermomètre comme le mien, comme le tien, et ils savaient que sur le terrain, Trump avait cette aura que Biden n'avait pas. D'ailleurs, des mauvaises langues disent que c'était pas Biden, c'était Biden. On parle d'administration Biden, Obama, Biden. Et d'ailleurs, Kamala Harris était un peu là pour faire joli, paraît-il. Donc, est-ce que dans les médias américains, on en parlait déjà à l'époque ou pas? Que Obama était derrière Biden pour téléguider tout ça? Non, c'est ce qu'on a essayé de dire au début. Oui. Au début du mandat de Biden, donc 2020-2021, mais rapidement, Biden a imprimé sa propre signature, sa propre vision politique, on va dire. Oui. Il a fait des choses que Obama n'aurait pas faites sur les infrastructures, sur comment gérer la post-pandémie Covid en distribuant des chèques, etc. Des choses que, bon, voilà. Qui ne sont pas du ressort, enfin, qui ne sont pas de l'idéologie ou de l'ADN idéologique de Obama. Ou par exemple, bon, Obama était plutôt un isolationniste, il s'est retiré de toutes les crises internationales, il a évité les crises internationales tant que faire se peut. Ouais. Biden s'est engagé à 100% en Ukraine, par exemple. Il a distribué des milliards et des armes à Zelensky. Donc, ce que Obama n'aurait peut-être pas fait. D'ailleurs, je discutais, excuse-moi de t'interrompre, avec des Ukrainiens hier et ce matin. Et alors, certains étaient plus ou moins contents, d'autres étaient plus ou moins tristes, dans la mesure où Trump a promis de stopper la guerre, quoi qu'il en coûte, comme dirait le président français, et donc d'arrêter les subventions. C'est aussi une forme d'isolationnisme, comme tu l'as dit. Mais pour le coup, là, on est dans une idéologie républicaine, réputée adopter l'attitude faucon, va-t-en-guerre, bien évidemment, pour nourrir le business intellectualo-militaire. Alors, pour la question de l'Ukraine, bon, de façon générale, la question de l'isolationnisme, c'est plutôt une question républicaine. Hein. Les démocrates ne sont pas isolationnistes, ils sont plutôt engagés dans le monde, on va dire, sous différentes formes, sauf le cas de George Bush. Mais, qui est un républicain.
qui était un républicain, oui, mais lui qui s'est engagé, qui a voulu, entre guillemets, refaçonner le Proche-Orient. Mm. Mais dans le cas de Trump et la question de l'Ukraine, quand Trump dit il va s'engager à cesser, à arrêter cette guerre immédiatement, ça signifie, il faut bien comprendre, que tous les terrains qui ont été conquis par la Russie vont rester sous l'autorité russe. D'accord, C'est pour ça que l'on voit aujourd'hui l'armée de Poutine qui est, on va dire, complètement engagée sur la conquête maximum de terres, de territoires ukrainiens à l'est. Euh, et ensuite, il y aura, comme d'habitude avec Trump, le chantage avec Zelensky. Soit tu acceptes, soit nous cessons l'aide militaire. Donc, il ne faut pas, je donc la pense, confiance excessive de Zelensky, c'est une manière de sauvegarder sa face. voilà, essayer un petit peu de sauver ce qui peut l'être, mais Trump est du côté de Poutine, il n'y a aucun doute. D'accord. Donc, quand il D'ailleurs, parle de... on lui a reproché dans le passé. Oui, oui, mais ça a toujours été comme ça. Ils sont copains, et enfin, c'est pas qu'ils sont copains, c'est que Poutine manipule complètement Trump. Il joue avec son narcissisme, etc., etc., avec son faible niveau intellectuel, on va dire, comparé à Poutine, qui est quand même un ancien chef du KGB et qui sait très bien manipuler et garder les intérêts russes avant tout. Et qui, d'ailleurs, pour Poutine, l'Amérique est toujours l'ennemi numéro un. Euh, mais bon, la situation, oui, va devenir de plus en plus douloureuse, on va dire, pour les Ukrainiens. Parce que sans doute, il va y avoir l'arrêt de l'aide militaire et ensuite pousser pour un cessez-le-feu et puis ensuite une paix qui serait une paix, en fait, un abandon de territoire pour les Ukrainiens, c'est tout. Ouais. Donc ça, c'est un problème. Problème numéro 2 pour les Européens en général, c'est la question de l'OTAN. Trump est anti-OTAN. Autant, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, il y a des pays, par exemple comme l'Allemagne, qui commencent à se poser des questions. La Pologne, D'où l'augmentation des budgets militaires dans toute l'Europe, hein, de la Pologne à la France. voilà. Ça, c'est un problème, en fait, c'est, on va dire, un mal pour un bien, parce que l'Union européenne n'a pas de politique de défense commune et l'Union européenne n'a pas de politique étrangère commune non plus. Oui. Donc, si les États-Unis se retirent, on va dire, ou s'engagent moins, finalement, les Européens seront forcés de produire une défense commune et une politique étrangère commune, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Vu par contre la conjoncture économique actuelle dans le couple franco-allemand, qui n'est plus vraiment un couple, la déchéance annoncée de l'Allemagne et la situation un peu compliquée, très compliquée de la France, je ne pense pas que la situation économique soit favorable à un réarmement, on va dire. Ça, c'est la situation avec Trump, on va dire, dans sa vision de politique étrangère. La même chose pour ce qui se passe en Palestine, etc. Et il n'y a rien à espérer. Alors, je rebondis sur ça. Je voulais te parler des médias, mais on va parler directement de Palestine. C'est ce qui explique en grande partie le vote musulman, ou est-ce que c'est juste un vote musulman de classe sociale? Je m'explique. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps avant le départ de l'ancien Premier ministre britannique qui est d'origine indienne, qui est issu du colonialisme international. Les parents sont passés de l'Inde à l'Afrique de l'Est, si je ne me trompe pas, puis de l'Afrique à la Grande-Bretagne. Et le monsieur a décidé de délocaliser les structures qui gèrent les étrangers au Rwanda. Mhm. Et beaucoup, à son arrivée, pensaient que comme il était un peu basané, un peu comme moi, et qu'il était issu de cette colonisation, et que il y avait ce côté un peu gentil qui paraissait dans son regard parce qu'il est un peu basané, on pensait qu'il allait traiter autrement les étrangers, alors que non. Au lieu de travailler avec eux, il les a clairement combattus. Et d'ailleurs, sous son autorité, sous son mandat, on a eu le premier milliardaire avec le business de l'immigration. Il a servi la classe sociale à laquelle il appartenait. Et les musulmans qui ont voté Trump aux États-Unis, est-ce qu'on n'est pas dans ce même schéma? C'est des riches qui veulent payer moins d'impôts. C'est un peu comme le vote cubain à Miami. Ils votent de plus en plus ces dernières élections à droite pour donner une lecture un peu plus lisible aux francophones qui nous écoutent, puisqu'on est plus dans une dichotomie droite-gauche aux États-Unis, vous êtes plus dans une dichotomie républicain et démocrate. Donc les démocrates sont à gauche et les républicains sont à droite. Et donc je reviens sur les Cubains
qui sont issus de l'immigration, comme on aime le dire en France, mais qui votent quand même à droite, donc républicains, beaucoup pour Trump, pour des intérêts fiscaux, économiques, donc des intérêts de classe sociale. Pour le vote musulman donc aux États-Unis, enfin le monde musulman, le vote on va dire des Américains arabes en fait, parce qu'il y a aussi les Arabes chrétiens. Ouais, Euh, en fait, non, ils n'ont pas voté majoritairement pour Trump. Euh, d'accord, Ils se sont les deux choix qui se sont présentés majoritairement pour eux, c'était l'abstention et le vote pour la troisième candidate qui s'appelle Jill Stein, euh, d'accord. qui Qui est était écologique, voilà, écologiste, ouais. qui représente un petit peu le vote green écologiste, un petit peu progressiste à gauche, Ouais. mais aussi qui est la seule candidate qui a publiquement dénoncé ce qu'elle appelle le génocide palestinien. Ouais. Donc voilà, dans l'État du Michigan, où se trouve la plus grande population donc, des Arabes américains, Jill Stein a fait son chiffre son résultat le plus grand avec 28%, alors que dans le reste du pays, elle était aux alentours de 2%. Donc non, contrairement à ce que l'on veut croire, le vote, on va dire, arabe-américain ne s'est pas porté vers Trump. Il s'est porté vers l'abstention et vers cette troisième candidate. Bien entendu, en se portant vers la troisième candidate, ça a fait perdre des voix à Harris. D'accord. Ça, c'est la conséquence, donc. Mais on va dire, entre guillemets, elle le mérite. Parce que pendant toute la campagne, il y a eu beaucoup de mouvements pro-palestiniens qui ne sont pas nécessairement des Arabes américains, juste des citoyens américains normaux, Oui. qui ont essayé d'interpeller Harris sur la question de la Palestine, de Gaza, etc. Et elle n'a jamais, absolument jamais voulu répondre à la question. Elle a toujours dit en premier, s'il n'y avait pas eu les attaques du 7 octobre, la situation ne serait pas telle qu'elle est, blablabla. Donc, elle a essayé un petit peu de noyer le poisson, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est connu, la situation au Moyen-Orient, elle a commencé le 7 octobre, évidemment. Oui, voilà, c'est rare de prendre les gens pour des Ouais, imbéciles. oui. Donc, elle a payé, on va dire, le prix fort avec, effectivement, elle a perdu le vote arabe-américain, mais ce vote ne s'est pas porté vers Trump. Donc, cette idée que les musulmans, le vote musulman s'est orienté vers Trump, ça relève plus du fantasme, selon toi? Voilà. Voilà. Ça, c'est juste une idée que l'on veut se garder en tête comme ça. Non. Le vrai vote, les deux votes minoritaires Hmm. dont Trump a bénéficié absolument et de façon incroyable, Mhm. hein, les chiffres sont là, c'est le vote des Noirs et le vote des Latinos. D'accord. En, Et en alors, est-ce que tu particulier, as une explication? en particulier les hommes noirs et les hommes latinos. D'accord. Alors, pourquoi les hommes noirs? Parce que Trump, alors là, c'est quelque chose qui transcende la question ethnique, parce que Trump a réussi, si tu veux, à exciter, mobiliser ce qu'on appelle le masculinisme, c'est-à-dire cette espèce de machisme politique, si tu veux. Voilà. Anti-woke. Anti-woke un petit peu, mais surtout cette idée que les hommes doivent reprendre le dessus, etc., etc. Bon, on ne va pas se laisser faire par une femme, etc., etc. Donc ici, ça transcende la question ethnique, hein. C'est vraiment une question, on va dire, plutôt culturelle, idéologique. Mais il a capté ce vote des Noirs et des hommes hispaniques de façon conséquence substantielle. Par exemple, les démocrates en général les candidats démocrates avaient 80-90% du vote latino et noir. Cette fois-ci, c'est tombé à 50%. Énorme. C'est très important parce que le vote latino, la communauté latino aux États-Unis, attention, c'est une communauté fragmentée, ethnique, complètement différente, hein. Un Cubain, ce n'est pas un Portoricain, etc., etc. Mais cette communauté hispanique représente plus que la population de la France. C'est énorme. Énorme, oui. On est à plus de 65 millions. Bon, je sais que la France, c'est 67 millions d'habitants, mais voilà, Ouais, ouais, ouais. on est dans cet ordre de grandeur. C'est une grande minorité et elle pèse de plus en plus du point de vue de son vote et du point de vue économique aussi. Les Noirs, non, les Noirs restent toujours à 12% de la population. C'est une population qui ne grandit pas. Mais le vote s'est porté du côté des hommes, s'est porté vers Trump. D'accord. Donc, dans cette idée que les hommes doivent recouvrer une certaine position qu'ils auraient perdue. Bon. Mais de la manière dont le wokisme
prend le pas aux États-Unis, ça fait aussi peur quand on est un homme, parce que c'est un wokisme bourgeois, ce sont des idées de luxe, comme dirait l'autre, difficilement applicables et rarement dans l'intérêt de ceux qu'ils défendent. J'en ai parlé avec Mireille Rbeyes, qui est prof à l'université de Dickinson, et bien qu'elle défende ces perspectives-là, elle reconnaît que c'est des perspectives quand même qui, qui ont des outils d'analyse, de défense très peu latérales et beaucoup verticales. Par exemple, on parle que très peu des luttes de classe dans ces idées wokistes. Alors, on excite le côté LGBTQ, on excite le côté féministe, on excite le côté minorité, mais finalement, pour quel outil derrière? Puisque finalement, si tu es arabe, handicapé et femme, et que tu es millionnaire derrière, tu vas défendre les intérêts des millionnaires, des bourgeois. Bon, voilà, la question, et je pense qu'il y a une consternation légitime par rapport à ça. Théoriquement, ce wokisme, je pourrais y adhérer amplement, étant donné que je suis dans un pays où je serai ad vitam aeternam considéré comme une minorité visible, même si je fais tout pour devenir invisible. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi et un moyen de défense. Sauf que je pense qu'on est plus dans une lutte bourgeoise qui se perpétue plutôt qu'autre chose. Bien évidemment, en utilisant des gens qui ont une certaine culture historique assez limitée pour pouvoir perpétrer ce dysfonctionnement. Alors, juste, on revient sur ton introduction et tu disais que ça remonte à très loin, cette idée, ce score aussi écrasant de la part de Trump, c'est ça? Alors, Oui. c'est très important parce que là, je suis face à la première du Figaro d'aujourd'hui, le retour fracassant et réunissant un exploit inédit depuis 1892. Tu as bien raison de souligner ce côté inédit de Trump et ce qui fait de lui un président. euh, alors, un président exceptionnel au niveau des statistiques, des chiffres, des résultats, et exceptionnel au niveau de la détestation. Donc ça fait peur dans la mesure où, dans une démocratie, même si tu es élu par le peuple, ou si tu vas être élu par le peuple, ou si tu es plébiscité par le peuple, ce qui compte, c'est la voix des dominants. Donc les dominants qui ont les médias, d'où notre média à titre accessoire. Et ça fait peur. Puisque je ne pourrais pas, enfin, on va pas se mentir, les médias savaient que Trump allait gagner. Pourquoi ils ont pris les gens pour des imbéciles, pour faire simple? Alors, bon, les médias, peut-être, donc ce qu'on appelle les médias mainstream, Oui, y compris le New York Times, avaient sans doute une idée que les choses n'allaient pas pour le mieux pour Harris. Et donc, on essayait de trouver, on va dire, des fausses explications, en disant par exemple, bon, c'est la faute de Biden qui a attendu trop longtemps pour se retirer de la campagne, de la course, et que Harris a eu uniquement, si on compte les jours entre le moment où elle est devenue candidate et mardi, pardon, 107 jours. Donc 107 jours, c'est vrai que c'est insuffisant pour faire campagne dans un pays à l'échelle des États-Unis. oui. Euh, voilà, donc Mais c'est c'est elle qui a accepté ce jeu. Elle a elle, accepté ce jeu. elle a relevé le défi. Euh, Bon, pourquoi pas. Il ne pouvait pas y avoir de nouvelles primaires dans le Parti démocrate parce qu'il y avait déjà eu une primaire qui avait choisi Biden. Donc voilà, c'était fait. Euh, Elle a relevé le défi et le défi a été lourd, on va dire, parce qu'elle n'a pas pu convaincre tout le monde. Elle s'est enfermée dans, on va dire, un sujet de campagne qui n'a pas fédéré justement tous les Américains. C'était la question de l'avortement et de l'IVG. Donc, elle pensait, avec ses conseillers bien entendu, que cette question de l'avortement et l'IVG allait rassembler bien sûr une majorité de femmes, mais aussi des hommes, on va dire, progressistes. Ce ne fut pas le cas, pas du tout. Le sujet qui a fait gagner Trump, les deux sujets, c'est l'économie et l'immigration. L'immigration illégale, ce qui est assez ironique parce que les latinos qui ont voté pour lui, eux-mêmes, viennent directement de cette immigration, souvent illégale. Mais bon,
c'est assez comique, on va dire. Mais bon, Ouais. Ah ouais, c'est c'est toujours, assez, c'est assez comique. la caricature, si tu veux, de l'immigré qui ferme la porte au nez de l'immigré. Ouais, 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 Voilà. complètement. On a beaucoup d'exemples en France. Bien sûr, oui, oui, c'est pour ça que j'utilise cette image. En France, on l'entend, puisqu'on a eu beaucoup de Français d'origine maghrébine qui ont voté pour le Front National. Oui. Euh, mais bon, pour rester sur les États-Unis, donc les deux sujets en fait qui étaient les deux sujets porteurs, c'était l'économie et l'immigration. Et en fait, ces deux sujets étaient porteurs sur un grand mensonge politique, parce que l'économie sous Biden, elle était bien meilleure que sous Trump. Ah bon? Euh, oui, l'économie de Trump, il y a cette espèce de fausse nostalgie ou peut-être d'amnésie, je ne sais pas, qui Ouais. veut faire croire que sous Trump, tout allait bien, les gens gagnaient de l'argent, ils achetaient des maisons, ils avaient des comptes en banque, ils pouvaient envoyer leurs enfants dans des collèges qui coûtent une fortune. C'est faux. D'accord. Euh, le taux d'inflation, le taux d'inflation quand Trump a quitté la Maison Blanche était de 7%. Aujourd'hui, il est en dessous de 2%. Euh, le taux de chômage, quand Trump a quitté la Maison-Blanche, il était au-dessus de 6%. Aujourd'hui, il est entre 3 et 4%. Euh, quand Trump a quitté la Maison-Blanche, la dette nationale américaine était à un record absolu de 7 milliards de dollars. Euh, ça n'allait pas du tout. C'est une illusion que l'économie sous Trump était très bien. C'est faux. Il a fait sa guerre des douanes, des tarifs douaniers, là, tu sais, Mhm. contre la Chine en particulier. Ça a failli ruiner 80% des agriculteurs américains qui étaient au bord de la banqueroute. Il a D'accord. fallu que la Banque fédérale leur donne des prêts à 0%, sinon l'agriculture américaine s'effondrait. C'était un désastre. Mais il y a cette espèce de fausse nostalgie que ouais, Trump, c'est un homme d'affaires, il connaît le business, etc. C'est faux. Trump, c'est pas un homme d'affaires. Il a fait, dans ses affaires, il a fait 6 banqueroutes. Il a échoué 6 fois dans son business, y compris dans des casinos. Il faut être quand même assez imbécile pour échouer dans un casino. Donc, voilà, ça, c'est la première illusion. Les gens croient que c'était mieux sous Trump et donc l'économie était de cette espèce Et de. alors pourquoi cette représentation persistante? Parce qu'il y a une espèce de Biden n'a pas su vendre ses succès économiques. C'est les lois qu'il a fait passer. Peut-être que euh, c'est pas les siens. si, si, c'est lui qui a réussi. Il y a eu un changement radical entre l'économie sous Biden et sous Trump. Les chiffres sont là, c'est des statistiques Oui. irréfutables. C'est pas des questions d'idéologie. Mais il n'a pas réussi à vendre ses succès économiques, si tu veux. Euh, Deuxième chose, c'est la question de l'immigration. Et là, c'est vrai que Biden a échoué à contrôler les flux migratoires, notamment illégaux. Et que, D'accord. voilà, et que les Américains ont le sentiment d'être envahis, pas uniquement par des Latinos, mais des gens qui viennent de tout le monde entier à travers la frontière mexicaine. Donc, des Africains, beaucoup de Chinois, paradoxalement, qui font le chemin à travers la frontière mexicaine. D'accord. Donc, et ça, c'est une réalité. Ça, là, on n'est pas dans la nostalgie, dans la fausse nostalgie. C'est une réalité que on a le sentiment que l'immigration illégale est hors de contrôle et que Trump va construire son mur, ce qu'il n'a jamais fait quand il était président. Il va faire son mur, il va arrêter l'immigration, il va renvoyer, comme il a dit, dès le premier jour, il a dit, hein, dès le Ouais. premier jour, il va renvoyer chez eux 11 millions d'immigrés illégaux. Et c'est jouable? Absolument pas. Ça a été D'abord, chiffré en France pour les OQTF, ça représente des millions d'euros. Et je pense bien non. plus en réalité. Oui, oui, c'est des milliards, quoi. Oui. Donc, et ensuite, comment on sait que telle ou telle personne est un migré illégal? Oui. Il y a des cas où les parents sont illégaux, mais les enfants sont nés aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, et ensuite, 11 millions, pourquoi pas 20 millions, pourquoi pas 60 millions? C'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, ça a plu à son électorat de base. Parce que dans l'électorat de base de Trump, bien sûr, il y a aussi un fort populisme d'extrême droite, une espèce de, c'est même pas du nationalisme, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui date en fait du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le nativisme. C'est-à-dire que, Nativisme. voilà, c'est-à-dire que les vrais Américains doivent bénéficier du système américain. Les autres ne sont pas des vrais Américains. Voilà. D'accord. Donc on Et- parle des Indiens d'Amérique. Non, je plaisante. Normalement, oui. Voilà. Et pour te montrer à quel point on en était dans ce nativisme du 19e siècle, c'était un nativisme protestant, c'est-à-dire que les Irlandais n'étaient pas de vrais Américains. Les Italiens n'étaient pas de vrais Américains. Les Polonais n'étaient pas de vrais Américains. Hein. On était Ouais. dans un nativisme strictement protestant.
Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. On en est. D'ailleurs, un des conseillers de Trump a dit dans une conférence il y a quelques jours encore, Mhm. les Américains d'abord, et quand ils disent Américains, c'est les Blancs, etc., qui sont là depuis plusieurs générations, blablabla. Donc voilà. Donc les deux thèmes porteurs que Harris n'a pas vu ou n'a pas su, on va dire, prendre à bras le corps, l'économie et l'immigration, elle a laissé sur le terrain dans le domaine de Trump, qui en a profité royalement. Voilà. Et puis la question Moyen-Orient. Après, bon, la question, alors, dans une campagne électorale aux États-Unis, les questions, en général, les questions de politique étrangère sont très secondaires. L'Américain moyen ne comprend rien à la politique étrangère, hein. Donc, nous, les Européens, je dirais entre guillemets, c'est vrai que c'est plus petit, on a des relations immédiates avec les voisins qui ne sont pas français, etc. Donc, la notion de relations internationales, on l'a dans un coin de la tête, si tu veux, on comprend, plus ou moins. L'Américain, non, l'Américain, il vit entre l'Atlantique et le Pacifique. Il s'en fout. Il ne comprend rien à la question de l'Ukraine, à la question de la Palestine, à la question de la Chine et de Taïwan, par exemple. C'est des sujets mais ils n'y comprennent absolument rien. Les questions de politique étrangère, ce sont des questions qui sont dans les mains d'une élite, on va dire, des gens qui sont dans ce domaine particulier. Mais D'accord. l'Américain moyenne, voilà. Donc les questions de politique étrangère sont rarement, très rarement abordées dans une campagne présidentielle américaine. Donc ça n'a pas forcément joué. Non, ça a joué uniquement avec la question de la Palestine parce qu'il y a un grand, grand lobby pro-sioniste aux États-Unis. Voilà. Donc c'est là où ça a joué. C'était la question du lobby sioniste par rapport aux droits des Palestiniens. Mais de façon générale, les questions de politique étrangère n'intéressaient pas vraiment les électeurs américains. Parler de politique intérieure qui primait par rapport aux Américains. On sait que Donald Trump aurait euh, limité les minorités africaines américaines dans les prisons. Ça veut dire qu'il aurait fait une loi qui limiterait cette discrimination qui les conduirait en prison. C'est ce que j'ai vu dans un documentaire il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il a promis, durant sa campagne, aux populations africaines américaines des lois qui iraient encore dans ce sens? Non, Non. c'était pas à l'ordre du jour. Bon, puisque tu parles de ce sujet, donc je répète, la population africaine-américaine aux États-Unis, c'est 12% de la population totale, mais dans le monde carcéral, c'est 54%. Ouais. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les Africains-Américains sont plus prônes au crime. C'est surtout on va dire, c'est surtout un miroir, une réflexion sur un système judiciaire qui est absolument inique, Oui, à la limite du racisme. oui. Voilà. Donc, il y a tellement de cas, d'ailleurs, 99% des cas de gens qui étaient condamnés à mort et qui ont été graciés à la dernière minute, Mhm. parce qu'on a trouvé des preuves qu'ils étaient innocents, des preuves donc, ou on a trouvé des preuves que la police avait trafiqué les preuves, 99% des cas, ce sont des Noirs. Ouais. Voilà. Ça veut dire que là, initialement, c'était baclé. Pour terminer sur la question de Trump, Ouais. l'aventure ne fait que commencer le 20 janvier. On va avoir, parce que on en a pas parlé, mais c'est quand même un sujet très inquiétant. Alors, Il y a dis-moi. dans son programme politique, il y a ce qu'on appelle Project 2025, c'est-à-dire en gros le projet 2025, qui est un projet d'extrême droite à la limite du fascisme, qui D'accord. va complètement changer la société américaine, qui va abolir des ministères tels que l'éducation, par exemple. Oui, 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 c'est très radical. Et pour, On va enfin, dans quel but, quel est l'argument, complètement, c'est ce qu'on appelle, bon, pour parler un petit peu de l'histoire française à l'époque de Vichy, c'est ce ouais. qu'on appelle la Révolution nationale. Euh, C'est-à-dire changer complètement la culture politique américaine en penchant vers l'extrême droite sans, on va dire, sans aucun problème de conscience, hein. C'est clair, c'est radical. Il y a déjà ces conseillers qui parlent de ça. Donc voilà, ça va être un sujet très, très grave. On va voir comment la société américaine va évoluer, va réagir à ça. N'oublions pas que donc, Trump a la Maison-Blanche, Ouais. il a le Congrès est républicain, Ouais. et il a la Cour suprême. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun garde-fou, hein. Ouais. Il n'y a plus aucun garde-fou politique, il pourra faire ce qu'il veut, notamment
mettre en place, peut-être pas 100% de ce projet 2025, mais une grande partie. Et c'est quelque chose qui est assez inquiétant parce que ça va aller contre les institutions démocratiques et les Américains vont voir vraiment le vrai visage de Trump, hein. Alors, Voilà. tu me relances là. Du coup, je vais te retenir encore un peu. Est-ce que cette attitude, alors tu as répondu en partie, mais est-ce que cette attitude pro-Trump n'est pas corrélée à une défiance anti-establishment, anti-médias dominants? Puisque ceux qui vivent sur place et ceux qui ont déjà subi Trump savent mieux que moi, est-ce qu'il est valable ou pas? Est-ce que leur vie était meilleure sous Trump ou pas? Je parle du précédent mandat. Donc, moi, j'essaye de comprendre, mais voilà, ça reste théorique, je reste influencé par des prismes subjectifs de journalistes, de documentaires et de films et de conversations comme la nôtre, qui restent quand même subjectifs puisqu'on adopte un angle précis. Donc, moi, je nie pas cette subjectivité qui est omniprésente dans tout dialogue humain. Mais est-ce que c'est pas lié à cette défiance envers les médias qui font tout d'ailleurs pour que pour les défier? Puisque finalement, rien que pour, les statistiques, par rapport aux pro-Trump, on sait très bien depuis la France, depuis Paris que, il y a une forte approbation pour Trump et pourtant les médias se sont entêtés jusqu'à la dernière minute dans le dénigrement, dans cette idée de le rabaisser, de le dénigrer, d'expliquer que de toute façon, ceux qui s'intéressent à lui, c'est une minorité, pas très éduquée, pas très intéressante, etc. Et donc, ça a produit l'effet inverse. Bon, c'est un peu l'effet Cobra, la couronne britannique, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, on demandait aux gens de rapporter un Cobra et on les payait pour ça. Et donc, ça a produit l'effet inverse. Il y a eu une explosion de Cobra puisque les gens en faisaient l'élevage pour par la suite les revendre à la couronne. Et donc, c'était pour protéger le peuple, évidemment, hein, de ces cobras. Donc, voilà, ça a produit cet effet-là. Et l'idée, c'est que ces médias sont-ils si aveugles ou aveuglés et sont-ils complices de ce succès? Alors, d'abord, l'électeur de Trump ne lit pas les médias mainstream. Mais il Il ne, écoute, non, 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 il ne lit même pas pas. les. Non, non, D'accord. il ne lit pas New York Times, Washington Post, il ne regarde pas CNN, NBC, blablabla, les télévisions. Non. La source d'information de ces gens, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Les C'est réseaux X, par et, exemple. voilà. D'accord. D'autres réseaux aussi, peut-être un petit peu plus limités, je ne sais pas. Euh, c'est là qu'ils tirent les informations, avec bien entendu toutes les théories du complot qui vont avec, etc., etc. Et la notion, si tu veux, de bulle idéologique, c'est-à-dire que on va vers les sites qui vont renforcer nos propres opinions, Mm. hein. Ce qui fait qu'on se radicalise par rapport aux points de vue qui sont différents, hein. Mm. Et Voilà. puis les algorithmes nous proposent sans cesse les vidéos, les articles qui vont dans Voilà. notre sens. Et puis voilà. Ça, c'était la source d'information primordiale numéro un chez les lecteurs de Trump. Et il n'y a Mhm. pas de surprise que Elon Musk est devenu un conseiller de Trump, avec X, bien entendu. Mm. Voilà. Les grands médias, donc, comme je disais tout à l'heure, New York Times, etc., CNN, s'intéressent à, on va dire, les gens qui sont effectivement cultivés, qui ont fait un minimum d'études universitaires, euh, qui sont dans la classe moyenne supérieure, etc., et qui viennent là aussi conforter leur propre vision de l'Amérique. Euh, donc on avait ici deux mondes qui s'opposaient du point de vue éthologique, mais aussi deux mondes qui s'opposaient aussi du point de vue de qu'est-ce que l'information. Euh, et ça a été un grand conflit, et ce conflit a été gagné par les électeurs de Trump. Voilà. En sachant que si tu vas, et je l'ai fait pendant un petit peu par curiosité durant la campagne, j'ai vu certains de ces réseaux sociaux, le contenu en tout cas, c'est Mhm. consternant. C'est absolument consternant. D'accord. Euh, donc, mais voilà, il y avait cette guerre et qui est très importante du point de vue, on va dire, de la déontologie journalistique. Qu'est-ce que c'est que l'information aujourd'hui dans un pays avancé comme les États-Unis? Les journalistes mainstream ont essayé de contrer ces médias parallèles
en produisant eux-mêmes un contenu orienté idéologiquement. En tout cas, le point faible des médias mainstream, c'était leur côté, on va dire, paternaliste, donneur de leçons. C'est-à-dire, nous savons ce qui est bon pour la démocratie américaine, nous savons ce qui est bon pour l'économie, etc., etc. Ce qui, bien entendu, n'a fait que exacerber La défiance. la défiance Eh oui, des électeurs de Trump, hein, en se disant, pour être un petit peu familier, ils nous prennent vraiment pour des truffes, quoi. c'est ça. Voilà. Voilà. Donc en fait, la meilleure façon d'exacerber, ce populisme, c'est d'adopter cette attitude paternaliste, un peu, «Vous êtes des idiots, vous comprenez pas, suivez-nous». Sauf que bon, je Voilà. pense Et ça, qu'eux, c'est des médias milliers qui appartiennent à des milliardaires et qui ont aussi une vision du monde qui correspond pas forcément à celle du peuple et c'est un peu partout pareil, quoi. C'est extraordinaire parce qu'en France, c'est à peu près la même chose, hein. On c'est a, pareil. cette grande orientation, qu'on qualifie de complotiste. Comme disait Franck Lepage, avec le complotisme, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est d'en voir partout, le deuxième, c'est d'en voir nulle part. Puisque finalement tout est complot jusqu'à ce qu'il soit validé par les médias mainstream, sans s'excuser bien évidemment, ou il n'y a pas du tout de complot, même s'il est flagrant et visible. Et donc, au bout d'un moment, ces gens qui ne sont pas peut-être armés, outillés intellectuellement, enfin, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, quand je dis armés, outillés intellectuellement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes codes, ça crée cette défiance. Et là, j'ai en face de moi, les quotidiens, du 7, donc d'aujourd'hui. Là, par exemple, dans Libération, c'est titré, «La récidive», hein. C'est extraordinaire, hein, super score, dans Sébastien, percé, voilà. Donc en fait, c'est encore on est encore dans cette défiance. Tu as raison, hein, ce côté paternaliste, donneur de leçons, est exaspérant et devient insupportable. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, la révolution de Trump, c'est une révolution qui touche à plusieurs vraiment niveaux de la société américaine. Et ne soyons pas naïfs, tout ce qui arrive aux États-Unis va arriver en Va, Europe tout à fait, d'ici quelques années. Donc, tout à c'est un fait. miroir déformant, Mmh. laid, mais ça va devenir une réalité aussi pour les Européens bientôt. On le voit avec certains mouvements populistes qui ont le droit de citer tout à fait. On l'a vu par exemple avec des pays comme la Suède, quand même, la Suède, le pays de la social-démocratie, et qui a maintenant quand même un parti d'extrême droite au Parlement, au gouvernement, etc. C'est assez extraordinaire. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est ce qui se passe, et donc on en revient toujours à le bonheur du peuple, l'éducation du peuple, le choix du peuple, etc. Et bon, voilà, c'est une réalité. On peut déplorer que Harris ait perdu, mais d'une certaine manière, peut-être qu'elle le mérite aussi. Qu'elle est Euh, grillée aussi, je pense que politiquement, elle est grillée à jamais. oui, oui, c'est terminé là. C'est fini pour elle. Oui, sa vie politique est terminée. Il n'y a qu'un seul cas aux États-Unis d'un candidat qui a perdu une présidentielle et qui est revenu pour devenir président, c'est Nixon. Alors Euh, peut-être qu'on est sur la décennie, des exceptions avec Trump et peut-être il y aura, pour elle une exception. Bon, bah, j'en doute, voilà. mais bon. OK. Voilà, Trump, ça serait l'autre exception aujourd'hui, mais sinon, il n'y a que Nixon, et tous les deux, Nixon et Trump, étaient des présidents quand même problématiques, hein. Ouais, Voilà. et Mais sinon, de façon générale, dans 100% des cas, un candidat qui perd une présidentielle disparaît, c'est fini, hein. c'est fini. Mmh. Donc, euh, Harris, et d'ailleurs, non seulement elle va disparaître, mais il va y avoir maintenant des comptes à régler entre Harris et Biden au sein du Parti démocrate. Ça va devenir on va dire une scène violente du lavage du linge en public, du linge sale en public. Tu penses à quoi en particulier? Bon, ben le fait que peut-être qu'il n'a pas soutenu assez, que Biden n'a pas soutenu assez Harris, peut-être que Harris a voulu écarter Biden parce qu'il avait une image négative de vieil homme un petit peu déconnecté. Ce qui n'est Peut-être pas que faux par ailleurs. oui, À euh, peut- l'international, en tout cas, c'est l'image qui est donnée, hein. oui, oui, non, bien entendu, il est, euh, il est temps qu'il arrête, quoi. Et puis Mais il faut se dire la vérité aussi, c'est
une vice-présidente qui n'a pas été mise en avant durant le mandat. Elle Voilà. était complètement effacée. Alors, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est son administration qui a tout fait pour l'effacer, pour qu'on les compare pas? C'est aussi, on est humain et on compare. Mais en tout cas, elle a été complètement effacée et peut-être que c'était l'occasion pour elle de se venger de cette situation d'effacement, etc. Bon. Alors, je ne sais pas si elle voulait se venger, mais en tout cas, pour revenir sur cette question qu'effectivement, en tant que vice-présidente, elle était plutôt invisible, ça, c'est un atout dont a joué Trump en disant, voilà, elle n'a servi à rien, mais elle était là parce qu'elle était noire et elle était femme. Ouais, 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 Donc, ça a posé la ouais, question, si tu veux, ici de la qualification. ouais, Euh, ouais. Quel rôle elle a joué, à part être femme et Et noire? puis, ses premières interventions, elle a confondu, elle a fait beaucoup de confusion dans les chiffres, etc., millions, milliards, etc., et ça a joué en sa défaveur. Ouais. Voilà. Euh, ça, ça a été quelque chose dont une espèce de croix qu'elle a dû porter pendant toute sa campagne, donc avec la question de l'identité, du discours identitaire, blablabla, dont Trump a joué parfaitement. Mm. Euh, et ensuite, elle a voulu, si tu veux, assommer son public de chiffres, de données, de statistiques, etc., etc., tandis que Trump faisait, qu'est-ce qu'il faisait Trump? Il faisait un show. Ouais, Hein. C'est ouais, ce qu'on ouais, appelle en américain entertainment. ouais. Il faisait le L'entertainment, spectacle. ouais. Il Et puis, faisait le il y a eu ces tentatives d'assassinat, surtout celle qui a été filmée en direct. Et je pense que tous les spécialistes de ce genre de situation, moi, je savais qu'il allait avoir gagné ses élections le jour où il a subi cette tentative d'assassinat. Mhm. Voilà. Ils l'ont raté et donc quelque part, ça l'a servi, mais voilà, c'était plié, quoi. Ça a joué, ça a beaucoup joué en sa faveur. Dans le show, qui, voilà, Voilà. qui, Tout le spectacle qui a suivi, il a vendu des t-shirts, etc., etc. c'est Non, non, mais extraordinaire, hein. oui, oui. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en France, par exemple. Non, 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 Euh, non, non. Mais je mais pense qu'il dérange aussi en France parce que, alors, il fait partie d'une certaine bourgeoisie. Je ne sais pas si c'est une bourgeoisie, une aristocratie, mais en tout cas, en France, on n'aura pas ce genre de profil dans la mesure où il dérange une certaine bourgeoisie. Il n'est pas lisse. En France, on aime bien les présidents lisses, on aime bien les présidents qui n'ont pas un pied dans la rue et un pied dans les bureaux de l'Élysée. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, il sait jouer de ça, hein. Nous, en France, on cherche un président éloquent, qui soit propre sur lui, qui présente bien. Alors derrière, il peut faire des choses ignobles au niveau international, au niveau économique, financier, etc. Mais voilà, on a du mal. La bourgeoisie française a une peur bleue de ce type de personnalité qui n'est pas lisse et qui a un pied dans la rue et un pied dans les bureaux présidentiels. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas ce genre de président en France, mais je pense en grande partie il est détesté à cause de ce trait de caractère. Hein, de mhm. ce trait de caractère où il est un peu bourgeois, un peu roturier, et on ne sait pas trop où Et d'ailleurs, il est constamment présenté comme quelqu'un d'instable en France. Alors moi, je déteste la psychiatrisation quand on analyse une personne, parce que voilà, une femme est hystérique, un président, il est instable. Bon, c'est pas très fair-play comme analyse, etc. Mais en tout cas, en France, il est présenté comme instable et on est tenu en haleine de la prochaine sortie de Trump. Il joue de la carte populaire, populiste, Oui, alors qu'il fait partie de l'aristocratie new-yorkaise. bien Hein. sûr, bien Donc, sûr. la vie de Trump, 95% des électeurs de Trump ne la connaîtront jamais, Oui. du point de vue économique. Ah oui, clairement. Voilà. Pour revenir dans le cas français, comme tu l'as dit, les Français, les électeurs français, les citoyens français aiment un président qui soit présidentiel. C'est-à-dire qu'ici, justement, sans tomber dans le psychologisme, il y a ce qu'on appelle dans la société française, qui n'existe d'ailleurs que dans la société française, il y a un surmoi monarchique. C'est-à-dire que les Français veulent avoir un roi. Oui, c'est ça. Il y a cette idée de roi qui n'a pas, qui est encore dans les radars. Voilà, on a Voilà, du mal à s'en défaire. il y a cette espèce de surmoi avec peut-être une espèce de sentiment de culpabilité, je ne sais pas, mais on veut un président qui soit un roi en fait. Ouais. Et le meilleur qui a représenté ça, c'était bien sûr Mitterrand.
Euh, Mitterrand qui était au-dessus de tout, etc., qu'on pouvait détester du point de vue politique, mais quand il est mort, la majorité des Français l'adoraient. Ouais. Euh, et ensuite, on a vu ça, l'inverse, avec Jacques Chirac. Jacques Chirac était le roi, qui était le président du peuple. Ouais. Taper le cul des vaches, manger du saucisson, etc. Être vulgaire quelquefois, voilà. Euh, on a des images comme ça un petit peu composites, mais en France, il y a toujours cette image de le président est au-dessus de nous, quoi. Il faut Oui. qu'il soit. On peut pas être. Aux États-Unis, on dit à un gosse, par exemple, qu'est-ce que tu vas être plus tard? Il va dire je vais être président et on va l'encourager. Euh, En France, si un gosse dit je vais être président, Ouais. mais arrête de rêver. Ouais. Voilà. Ouais. Non, Ouais. c'est deux Deux, situations culturelles deux complètement différentes. conceptions du président complètement différentes. Ouais. Bon, je vais pas te retenir plus Bon, longtemps. Est-ce que tu peux nous faire une rapide mise en bouche du prochain bouquin alors, j'ai deux livres en fait qui vont sortir. Il y en a un qui va sortir le 15 décembre. C'est sur la littérature francophone et la question postcoloniale. D'accord. Euh, c'est en anglais. Et l'année prochaine, à l'automne prochain, je ne sais pas les Ouais. dates exactes, mais sans doute Ouais. octobre, ça sera donc un autre livre en anglais aussi sur les arts visuels dans le monde arabe aujourd'hui et la question postcoloniale aussi. Bon, bah tu reviendras, hein. La question ne se pose pas, hein. OK. Espérons. Merci, merci de ton invitation.